Bonjour, Madame la Directrice, Monsieur le Président de l'Industrie du Maroc, Mesdames, Messieurs les Présidents, Directeurs Généraux, Experts. Je souhaite d'abord féliciter l'Industrie du Maroc et Hicham El-Haïwi pour l'organisation de cette magnifique rencontre. Sans trop tarder, je pense qu'on a un décalage énorme dans le temps, mais je pense que l'intervention de Monsieur le Ministre était tellement intéressante et passionnante que le retard est justifié. Nous démarrons le premier panel, donc on va parler en fait de l'industrie 4.0 en tant que modèle industriel local et international. J'ai la chance en fait de modérer un panel aussi riche et varié. On aura l'occasion d'avoir deux organisations internationales, le NODI et aussi la BED. J'en profite aussi pour inviter les différents panélistes à me rejoindre sur le podium. Donc, on aura aussi une institution publique, l'Agence de développement digital. Donc, j'appelle M. Zakaria Mojahed, le chef de département transformation digitale de l'économie. M. Fabrice Gomez, le directeur général de ST Microelectronics. M. Karim Cheikh, président de GIMAS. M. Mohamed Ben Ouda, le directeur général de Palmerie Développement. Monsieur Olivier Stolig, le représentant, donc le chargé principal des politiques industrielles au sein de la Banque africaine de développement, et Monsieur Laurent Rossel, président du cluster Afrique, Francophonie et Lee Schneider Electric. Et Madame Sarah Carroll, de Grow Global, qui nous vient en fait de Londres. C'était prévu de faire une introduction, mais l'intervention de Monsieur le Ministre était vraiment très riche et variée. Je tiens quand même en fait à projeter quelques slides, de dire à quel point, quand j'étais en train d'écouter tout à l'heure l'intervention de Monsieur le Ministre, j'ai dit je suis fière parce que je suis finalement aussi marocaine, et j'ai dit je suis vraiment fière que ça se passe au Maroc et que le Maroc il est vraiment aujourd'hui il parle vraiment un langage international. Il y a une présentation, je ne sais pas. Comment ça va se passer, je pense. Ça, c'est le bien. Je ne sais pas pour les supports techniques comment ça va se passer pour passer les slides. Je voulais juste peut-être vous parler très brièvement de l'ONEDI. En fait, nous avons toujours la chance d'être partenaires en fait, des rencontres organisées par l'Industrie du Maroc. L'ONEDI donc, est l'organisation spécialisée des Nations Unies en charge de développement industriel. Comme vous le savez, depuis 2015, les Nations Unies ils ont adopté en fait, l'agenda 2030 pour le développement durable avec 17 objectifs de développement durable. Et l'ONEDI est responsable en fait, au niveau international de la mise en place de l'objectif 9 sur l'industrialisation, les infrastructures et l'innovation. Pour ce faire, donc, on travaille avec les pays partenaires. Dans le Maroc, le Maroc il a adhéré à l'ONEDI en 1986 et depuis, en fait, nous accompagnons le Maroc dans plusieurs chantiers liés au développement industriel. Do you have the tool? Okay, they will pass. Okay. Can I do it? Can I do it because of it? Okay, so. Je voulais juste introduire un petit peu la 4e révolution industrielle, mais en fait, l'intervention tout à l'heure, elle était tellement riche que je passe ce slide. Et je voulais aussi vous parler un petit peu des défis mondiaux en fait, auxquels le monde fait face et comment aujourd'hui l'industrie 4.0 vient répondre à ces défis. L'un des défis majeurs, c'est le changement climatique qui impacte les économies, notamment les économies africaines, en l'occurrence le Maroc. Et donc comment aujourd'hui l'industrie 4.0 pourra vraiment être une opportunité. Il y a la question de la migration aussi, en fait, qui est un élément très important. Je parlais des objectifs de développement durable et nous sommes vraiment très conscients au sein des Nations Unies que la 4e révolution industrielle va vraiment aider pour l'atteinte de ces objectifs. Nous n'avons que 10 ans, en fait, pour réaliser les ensembles des objectifs, notamment tout ce qui concerne, en fait, la réalisation du zéro faim. Passe, please. Monsieur le ministre, tout à l'heure, il a parlé d'un certain nombre de technologies. Nous avons toujours tendance, quand on parle d'industrie 4.0, de lier au digital. Mais en fait, le concept, il est beaucoup aussi plus large. Monsieur le ministre, il a mentionné tout à l'heure pas mal d'exemples, notamment en parlant en fait, de la police de Dubaï et comment aujourd'hui l'industrie 4.0, elle est aussi
Il peut servir pour tout ce qui est question de logistique et de déplacement. Bien sûr, sur la question de digital, il y a pas mal de concepts que nous avons aussi, que Monsieur le ministre a évoqué, notamment l'intelligence artificielle, l'Internet des choses. Il y a aussi des applications très importantes dans le domaine de biotechnologie et comme aujourd'hui, en fait, l'industrie 4.0 pourra vraiment aider quelques domaines, notamment le domaine de la santé et de la médecine. Il y a la question de l'énergie et de l'environnement, avec en fait tout ce qui est smart grid, les biofuels. En fait, il a mentionné tout à l'heure les drones, tout ce qui est utilisation aussi des drones aujourd'hui dans le domaine des énergies renouvelables, ne serait-ce qu'une application en fait. Par exemple, Monsieur Belkhiat, il a parlé de start-up, non, des start-up en fait qu'on accompagne aussi dans le cadre d'un programme sur les clean tech. Il a proposé des drones pour en fait nettoyer, pour le nettoyage et la maintenance des cellules photovoltaïques dans les parcs solaires. Passe, please. La suivante. Monsieur le ministre, il a aussi parlé d'un point très important, c'est la nouvelle géographie en fait de la production et des investissements. Dans l'introduction, la vidéo d'introduction et dans le mot de Monsieur le ministre et Monsieur le vice-président de la région, ils ont parlé en fait des 3 premières révolutions. Et la particularité de ces révolutions, c'est qu'elles étaient en fait beaucoup plus localisées. La première révolution, en fait, c'était beaucoup plus au niveau de l'Europe, la deuxième au niveau de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Et la quatrième, sa particularité, c'est qu'il n'a pas de frontières et que c'est une révolution en fait qui va changer un petit peu le paysage aujourd'hui de la compétition internationale, mais tout ce qui est flux des investisseurs étrangers. Passe, please. Je reviendrai pas sur tout ce qui est en fait changement en fait qu'il y aura lieu, que ce soit au niveau des politiques, institutions, entreprises, mais on aura l'occasion de parler de ça dans le cadre du débat. Passe. Et Monsieur le ministre, il a mentionné aussi beaucoup de sujets, en fait, des défis, des opportunités pour les pays en voie de développement et des pays, en fait, comme le Maroc. Tout à l'heure, on aura aussi une vision régionale de la part de la Banque africaine de développement. L'un des défis majeurs, en fait, c'est la question de l'éducation et de la formation. Comment aujourd'hui, on pourra produire, en fait, des profils qui vont accompagner cette révolution. J'étais tout à l'heure très ravie, en fait, lors de la séance de networking, de rencontrer à l'université de Fès et de voir en fait qu'aujourd'hui on a une école sur l'intelligence artificielle. Je sais que dans la nouvelle feuille de route aussi de l'OFPPT, je pense que vous allez le citer tout à l'heure, qu'il y a tout l'axe digital en fait au niveau de l'ensemble des cités, donc c'est un point très important. Monsieur le ministre, tout à l'heure, en fait, côté opportunité, je pense qu'il y a un certain nombre de challenges pour les pays en voie de développement, notamment cette révolution, cette 4e révolution, elle permet en fait une intégration rapide dans les chaînes de valeur internationales. Il a parlé en fait de rattraper le retard. Aujourd'hui, en fait, il y a un développement qui se passe au niveau international. Et la chance qu'on a en fait au niveau des pays en voie de développement, c'est qu'on peut rattraper rapidement ce retard et qu'on peut en fait profiter de ce développement. Il y a tout ce qui est aussi opportunité dans le cadre de domaines de l'environnement et de l'énergie, car ça permettra aussi en fait de faire beaucoup de réduction de l'usage des ressources. Passe, please. Je voulais juste rapidement vous parler un petit peu en tant qu'organisation internationale ce qu'on fait en matière d'industrie 4.0. Je voulais juste vous dire que tout ce changement, en fait, dans l'ONUDI est une organisation spécialisée. Notre métier, en fait, c'est d'accélérer le développement industriel dans le monde, s'assurer qu'il y a beaucoup plus de création d'emplois dans l'industrie, et c'est quelque part les objectifs de PAI. Et s'assurer, en fait, que la part de l'industrie dans le PIB, au niveau des pays, elle est importante, notamment dans un continent comme l'Afrique, où on croit vraiment que le développement de l'Afrique passe inéluctablement par le développement de son industrie. On agit sur plusieurs domaines, notamment on a beaucoup de projets de coopération technique. Nous avons eu le plaisir de signer le mois de mars dernier avec le Maroc un programme en fait de partenariat qui, sur les 5 années à venir, où il y a l'axe industrie 4.0 et commerce en fait qui font partie de 6 sujets sur lesquels on va travailler. On travaille beaucoup sur tout ce qui est recherche et politique, notamment l'ONUDI chaque 2 ans, il a un rapport international, c'est le rapport sur les développements industriels, et on vient de présenter la semaine dernière à Abu Dhabi le nouveau rapport sur le développement industriel 2020 qui a mis l'accent sur l'industrie 4.0. Je reviendrai sur les grandes conclusions. On travaille aussi sur un sujet très important, en fait, qui dit industrie 4.0, parle aussi de tout ce qui est aspect normatif et qualitatif. Donc, en fait, on travaille beaucoup sur tout ce qui est développement des normes et des standards, développement des partenariats, mais aussi tout ce qui est information sharing, en fait, partage de l'information, notamment à travers des rencontres internationales comme celle d'aujourd'hui.
Nous avons aussi beaucoup de publications que je vous invite à consulter aussi sur notre site web. L'une des publications phares, en fait, c'est l'Industrie 4.0 Opportunities Behind the Challenge, une publication sur l'Industrie 4.0 et le domaine de l'énergie. Et comme j'ai cité tout à l'heure, en fait, nous avons présenté la semaine dernière le rapport sur le développement industriel 2020. Monsieur le ministre, tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié, on dirait, en fait, elle a lu les conclusions, je suis sûre et certaine qu'elle n'a pas encore reçu la copie du rapport, mais en fait, il y a beaucoup de débats autour de l'industrie 4.0 dans le monde, comme quoi, en fait, ça va tuer des emplois, ça va créer, en fait, de nouveaux, quel impact sur les entreprises. En fait, on a réalisé, en fait, une analyse au niveau d'un certain nombre de pays développés en voie de développement. Et la conclusion en fait, globale, c'est que, comme Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est que l'industrialisation va continuer et va être en fait un meilleur élément pour le développement et la croissance mondiale. Je vous invite juste à consulter ce rapport sur notre site web. Et les 5 points en fait, qu'on avait traités dans le rapport, c'est comment ces nouvelles technologies aujourd'hui sont en train de redessiner le paysage industriel mondial. Comment en fait, notamment en mettant l'accent sur la production digitale avancée et comment en fait, qui crée en fait et qui utilise ces technologies au niveau mondial, quelle est la demande en fait pour ces technologies et quelle politique en fait pour mettre en place l'industrie 4.0. J'aurai l'occasion d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, un panel très riche où il y aura des interventions qui vont montrer aujourd'hui en fait que l'industrie 4.0 c'est vraiment une opportunité pour améliorer la compétitivité des entreprises et augmenter sa productivité. Et c'est prouvé aujourd'hui, en fait, au niveau international, notamment dans le cadre du rapport que nous avons réalisé, que l'industrie 4.0 elle a un impact très positif sur l'entreprise, pas uniquement l'entreprise, mais aussi sur le volet social, notamment en termes en fait, des retombées environnementales. Et ça permet un minimum en fait, de réduire la pollution au niveau des entreprises de 25%, de faire de l'économie d'énergie, de faire de l'économie de ressources, un gain de production minimum de 25%. Et bien sûr, en fait, comme Monsieur le ministre l'a amélioré tout à l'heure, l'homme avec un grand H en fait, au centre, c'est vraiment améliorer aujourd'hui les conditions de vie des populations. Je vous remercie et sans trop tarder, en fait, je souhaite donner la parole en premier lieu aux représentants de l'ADD. Je pense que je passe sur le mic. Monsieur Zakaria Moujahed, pour commencer en fait avec une institution publique, pour nous parler d'abord en fait de la valeur que l'industrie 4.0 apporte aujourd'hui au développement industriel au Maroc. Bonjour, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Alors effectivement, c'est difficile de prendre la parole après Monsieur le ministre, mais s'il faut prendre la parole à la fois après Monsieur le ministre et Monsieur le vice-président de la région de Rabat Casablanca, effectivement, c'est doublement compliqué. Donc pour répondre à votre question, Madame Hanzaz, je vais essayer, dans un premier temps, vraiment la main levée, de faire une décomposition rapide, on va dire, du parc industriel au Maroc, et le décomposer vraiment de manière assez rapide en une technologie en une industrie assez traditionnelle qui peut se matérialiser par les industries qui ont émergé dans les années 60-70. Nous avons des technologies, des industries, on va dire, modernes, voire de pointe, qui sont issues du plan d'accélération industrielle, durant lequel un ensemble d'entreprises de multinationales sont venues s'installer au Maroc, donc avec des usines qui ont amené avec elles les standards internationaux et les meilleures pratiques, à la fois en termes de process et également en termes de machines, donc d'infrastructures machines. Et puis, il y a des technologies disruptives. Et là, nous avons également la chance au Maroc d'avoir une part de technologies disruptives qui sont en train de se mettre en place. Et je pense notamment, par exemple, à l'additive manufacturing, qui vraisemblablement est quelque chose de totalement nouveau qui est apparu sur la scène et qui permet le développement de nouveaux produits qu'on n'aurait pas pu avoir autrement que par de nouvelles techniques. Donc dans ce schéma global, le propre de l'industrie 4.0, c'est d'être capable de répondre
à des problématiques qui se posent sur l'ensemble de ces industries-là, avec un potentiel élevé sur chacune d'entre elles. Je pense que c'est une caractéristique qui est très forte, ce qui signifie que la digitalisation des entreprises s'adresse pratiquement à tout le parc industriel au Maroc, de manière différente, certes, mais avec un potentiel absolument énorme. Maintenant, la question fondamentale qui reste, c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure, effectivement, est-ce qu'on peut impacter cette industrie. Parce qu'on dit qu'effectivement, on parle de la révolution 4.0. En quoi est-elle une révolution? Est-ce que c'est une évolution, un effet de mode? Pourquoi l'appelle-t-on réellement révolution? Jusqu'où peut-elle nous mener? Et moi, à chaque fois que j'ai cette réflexion, je me suis habitué à utiliser un petit pense-bête. Alors pour faire ce petit pense-bête, on est obligé d'ouvrir un petit peu la boîte à Pandore de l'industrie 4.0. On n'a pas le choix pour voir ce qu'il y a dedans. Et dedans, on retrouve des mots un petit peu barbares pour geek. On retrouve l'intelligence artificielle. On va parler de l'IoT. On va parler du big data. On va parler de l'IoT encore une fois. On va parler de la cybersécurité. On va parler de simulation 3D, d'impression 3D, plastique ou métallique. Et donc, effectivement, ce sont des mots qui ne parlent pas à tout le monde. Et on se pose la question, finalement, jusqu'où peut-on aller avec toutes ces technologies-là? Alors, comme j'ai dit, j'ai un petit pense-bête, un petit modèle qui me permet rapidement de prendre toutes ces technologies et de voir à quoi est-ce qu'elles peuvent nous aider, en quoi elles peuvent nous aider à transformer l'industrie. Je prends l'exemple d'un Android. Alors, pensez Android, non pas au sens de votre téléphone, mais au sens d'un robot classique, avec des jambes, deux bras, une tête. Donc un robot. Et maintenant, essayons de lui rajouter de l'intelligence artificielle. C'est l'équiper d'un cerveau. Essayons de lui rajouter de l'IoT. C'est comme lui rajouter l'équiper d'un système nerveux qui est capable de sentir son environnement avec une précision extrême. Essayons maintenant de l'équiper avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. C'est comme lui donner de nouveaux yeux. Et essayons maintenant de lui donner un petit peu de simulation, la simulation 3D. C'est peut-être un petit peu l'équiper d'une forme de pensée, de la capacité à imaginer des choses avant de les mettre en œuvre. Eh bien, si on rassemble tous ces éléments ensemble, dans notre Android, on arrive à ce qu'on appelle un humanoïde, pratiquement. Une forme très avancée, quasiment avec des capacités humaines, sensor, pensée, réflexion. Et donc on passe véritablement d'un monde vers un autre. Et pour moi, c'est là où le sens révolution prend tout son sens. C'est effectivement au moment où on rassemble toutes ces technologies-là, on passe d'un monde dans lequel on avait une industrie qui était faite pour produire de manière programmée. Nous avons des inputs, nous savons quels sont les outputs et nous programmons quelque chose intermédiaire pour que l'output corresponde à ce que nous voulons réellement produire. Mais cette industrie-là, elle ne peut pas anticiper des choses. Elle ne peut pas interagir. Elle ne peut pas décider. Et donc finalement, on voit qu'il y a des limites qui sont intrinsèques à ce mode de fonctionnement. Tout comme votre robot, vous le programmez pour faire un certain nombre de tâches. Et ce qu'on a découvert, effectivement, en assemblant l'ensemble de ces technologies, si on les met en même temps, eh bien cette forme très augmentée, on va dire, de cette robotisation, fait en sorte que nous pouvons faire de nouvelles choses. Nous pouvons avoir une industrie qui peut sentir son environnement, qui peut le sentir véritablement, qui peut le voir, donc s'y adapter, pouvoir réagir, voire pouvoir prendre des décisions de manière autonome. Donc c'est un nouveau monde, et quand on passe de ce monde-là à celui-là, eh bien il n'y a pas photo, comme on dit. On peut imaginer énormément de choses, il n'y a plus de limite à l'imagination de ce qu'on peut faire avec cette industrie. Et donc si je reviens à l'industrie marocaine, je vais juste finaliser sur ça, si on revient maintenant, il y a une question aussi de stratégie qui se pose. C'est-à-dire il faut qu'on se pose la question, maintenant qu'est-ce qu'on veut faire de notre industrie? Où est-ce qu'on veut la porter? Et ça se fait forcément avec
une part de vision stratégique que l'on souhaite mettre en œuvre. Je donne des exemples très simples. Nous avons peut-être un secteur agroalimentaire qui peut se prêter. Et il y a des exemples au Maroc qui commencent à être vraiment très fructueux, qui ont digitalisé un parcours de bout en bout lié au secteur de l'agroalimentaire, qui peut faire en sorte que cette industrie marocaine-là, elle peut s'exporter, notamment en Afrique, puisqu'on anticipe un mouvement, on va dire, un mouvement agricole très intense dans les années à venir, et donc par la suite un mouvement également de l'industrie agroalimentaire. Le Maroc peut se positionner en tant qu'exporteur. C'est un exemple. Un autre sur les technologies d'additive manufacturing, pour lesquelles il y a un engouement très fort de la part de grands, on va dire, d'imminents investisseurs de multinationales qui sont très intéressés pour développer ces technologies-là au Maroc. Et là, le Maroc peut se positionner réellement comme étant un pionnier sur une technologie disruptive. Nous avons également l'exemple tout simplement de l'ensemble des industries qui viennent de se mettre en place dans le cadre du plan d'accélération industrielle et qui, elles aussi, ont tendance à essayer de créer une nouvelle forme d'excellence en incorporant l'industrie 4.0 dans leur fonctionnement pour pouvoir aller plus loin et donc imaginer l'industrie du futur. Donc voilà un petit schéma global. Donc vraiment une opportunité pour le Maroc sur tous les secteurs, y compris sur les secteurs qui étaient peut-être un petit peu malmenés par le commerce international jusqu'à maintenant, comme le textile. Il y a la possibilité de rebondir vraiment sur tous ces champs-là et de créer vraiment un positionnement très intéressant. Merci, M. Moujahid. J'avais une deuxième question pour vous. Je veux juste rappeler que vous avez consommé déjà 8 minutes de votre 10 minutes en fait, d'intervention. Et j'avais une question en fait par rapport à l'agence justement. L'ADD est une agence qui a été justement créée pour accompagner le développement digital au Maroc. Quels sont les outils dont dispose aujourd'hui l'ADD ou le gouvernement marocain en général pour accompagner ce chantier ? Alors nous avons une mesure directe, opérationnelle, qu'on appelle un chantier, qui est voté au conseil d'administration et qu'on est en train de mettre en œuvre, qui est une Smart Factory. Donc c'est une usine modèle version 4.0 qui vise dans un premier temps à être construite autour d'une collaboration acteurs publics, acteurs privés, essayer de fédérer également, enfin acteurs privés, acteurs publics et le monde universitaire. Donc cette démarche déjà de penser cette Smart Factory qui fait partie des chantiers de l'ADD comme étant une collaboration est un point de départ qui est très important, très fort. Et l'idée c'est d'imaginer un point de départ et une évolution qui peut se prêter en temps réel à toutes les nouveautés qui peuvent arriver. Donc l'objectif à travers cette Smart Factory, c'est d'agir de manière très concrète sur le tissu industriel marocain qui a besoin de se moderniser à travers des outils très pragmatiques, utilisables pour l'industrie et qui peuvent être incorporés de manière directe, avec bien sûr l'accompagnement en termes de formation, en termes de process, parce que les process aussi doivent être évolués. Et donc ça c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est d'essayer à travers cette Smart Factory de créer un écosystème, donc comme j'ai dit, autour de l'université, du monde universitaire, du monde de la start-up et du monde industriel, pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à créer une vraie dynamique dans laquelle les start-up viendront jouer un rôle très important parce qu'elles sont aussi créateurs de technologies. Troisième et dernier point, à travers cette Smart Factory, nous essayons de redorer l'image de l'industrie marocaine auprès des jeunes talents pour pouvoir les attirer. On va dire qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant qui est en train de se mettre en place. Et là, on a eu effectivement une fuite des talents qui sont allés vers les métiers de service. Pouvoir les réincorporer dans les métiers de l'industrie est un enjeu aussi fondamental auquel nous essayons de répondre. Merci, Monsieur Moujahid.
Je voulais juste rebondir sur cette question en fait, de relations entreprise-université que monsieur aussi le ministre a cité tout à l'heure. Et il y a une dizaine de Smart Factory en fait, aujourd'hui qui sont présentes à travers le monde. Le siège de l'ONODI est à Vienne et nous avons en fait une Smart Factory à Vienne que nous proposons toujours en fait, des visites où il y avait aussi les responsables du ministère de l'Industrie qui ont visité l'été dernier. Et c'est un exemple vraiment très concret de collaboration entre l'université, le monde académique et le gouvernement pour accompagner les entreprises dans ce domaine. Je voulais juste passer à monsieur Karim Chir, le président du groupement industriel marocain de l'aéronautique et des industries aéronautiques et spatiales. Monsieur le ministre a parlé beaucoup tout à l'heure de l'aéronautique, en fait, des exemples concrets que le Maroc aujourd'hui. Là, je voulais savoir en fait comment le Maroc utilise aujourd'hui en fait l'industrie 4.0 pour révolutionner son secteur aéronautique et aérospatial. Bonjour à tous. Effectivement, monsieur le ministre a beaucoup parlé de l'aéronautique, donc je vais essayer de ne pas être redondant. Et je vais vous donner quelques chiffres clés, et puis les applications industrie du futur, parce qu'en fait, l'industrie 4.0, appellation allemande, les anglo-saxons, ils appellent ça Smart Industry, les francophones, industrie du futur, et les allemands, industrie 4.0. Quelques chiffres sur le secteur. Donc aujourd'hui, le secteur compte 140 entreprises. On en avait 4 ou 5 en 2004-2005. C'est 1,7 milliard de dollars de chiffre d'affaires à l'export, 100% export. C'est 17 000 employés directs, dont 40% sont des femmes. Et puis une croissance annuelle qui tourne autour de 20%, entre 20 et 22% par an. Et puis le taux d'intégration, monsieur le ministre l'a rappelé, c'est 38%. Aujourd'hui, à fin 2018. Donc on l'a monté à 42%. Donc la plateforme aéronautique du Maroc, elle est maintenant connue et reconnue. On profite d'une conjoncture mondiale qui est très bonne, parce que le trafic aérien, figurez-vous qu'en fin 2018, il y a eu 4,3 milliards de personnes qui ont été transportées par avion. Donc la croissance du trafic fait que il y a des besoins nouveaux en avion qu'il faut produire. Le problème, c'est que face à cette croissance du secteur, il y a une pression qui est énorme. Les carnets de commandes sont pleins, mais il y a une énorme pression sur la hausse des cadences. Donc la hausse des cadences, ça génère des spécifs qui sont très très particulières. Le coût, le délai. Donc aujourd'hui, l'industrie du futur, si l'aéronautique s'y est mis, c'est en partie parce qu'il y a une recherche de compétitivité. Le Maroc, en 15 ans, il a émergé comme une plateforme crédible et de qualité. Donc aujourd'hui, les pays historiquement industrialisés cherchent de la compétitivité, donc de produire et puis des nouveaux... Excusez-moi, j'avais l'impression de bégayer. Ouais. Donc je disais que l'industrie du futur, in fine, pour les pays historiquement industrialisés, n'est qu'une recherche de compétitivité face à des pays émergents comme le Maroc. Donc nous restons très vigilants par rapport à la compétitivité. On veut conserver notre système de production et la compétitivité qui existe, et passer aussi, en développant notre système de production, passer aussi à l'industrie du futur. Alors les technologies qui sont matures aujourd'hui dans l'aéronautique, c'est les objets connectés. Vous allez voir que dans le futur, monsieur le ministre tout à l'heure il parlait de drones, demain on aura un avion qui vole, un problème sur une pièce, transmission de la donnée sur la pièce qui pose problème, arrivée, atterrissage, machine d'impression 3D, je fabrique la pièce et je la monte. On va arriver à ce point-là. Les technos qui sont matures, je disais, les objets connectés, collecte des données, donc le big data, le traitement, de la supervision, pour que je puisse utiliser ces données pour la production, pour la maintenance prédictive, pour augmenter la disponibilité de mon parc machine. Et puis je peux même surveiller mon usine au niveau de la consommation énergétique, combien consomme une usine en temps réel. D'autres technos, l'intelligence artificielle, la simulation numérique des procédés,
l'intégration et la continuité numérique, horizontale et verticale. Verticale dans mon usine, horizontale avec mes clients et mes fournisseurs. Et puis, les nouveaux procédés de fabrication. On parle beaucoup de l'impression 3D. Aujourd'hui, on a un centre d'excellence à Noassal qui fait de la fabrication additive métal. Il est le seul centre du groupe. Et c'est un grand groupe qui est dans l'aéronautique et dans le spatial. C'est le groupe Thales. Les robots. Alors, tout le monde parle des robots en disant le robot, il va détruire des emplois. Une information, l'Allemagne possède 2 fois plus de robots ou de cobots, je reviendrai là-dessus, que la France. Et son taux de chômage, il est plus faible qu'en France. Donc la cobotisation de nos usines vont permettre de libérer l'homme avec un grand H des tâches pénibles, des tâches répétitives, et le mettre pour faire beaucoup plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc une autre menace pour laquelle il faut se doter aussi de technologies de protection, c'est la cybercriminalité. Hein. Vous savez que le Maroc est un des pays les plus attaqués au niveau de la cybersécurité. Donc on aura à développer des outils pour nous protéger. Alors, je reviens sur la performance. Le GIMAS, avec le ministère de l'Industrie et Maroc PME, nous avons lancé l'année dernière une opération qu'on a baptisée Excellence aéronautique. Le concept, il paraît très simple. On prend un donneur d'ordre, il choisit ses fournisseurs critiques, et ils vont travailler en grappe pour l'organisation industrielle, pour la qualité, pour l'optimisation des coûts, etc. On a lancé 2 grappes l'année dernière et on va bientôt en lancer d'autres. Dans le futur, la partie digitale qui nous intéresse, parce que aujourd'hui, les grands groupes, parce qu'on a des multinationales, ils s'inspirent beaucoup de ce que fait leur groupe en France ou ailleurs pour le faire au Maroc. Mais aujourd'hui, la PME marocaine, c'est elle qui a besoin d'être soutenue et accompagnée pour franchir le pas vers la digitalisation. On aura besoin, donc c'est un travail de longue haleine, hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, parce qu'il faut de la maturité, il faut beaucoup de choses. Donc nos objectifs, c'est de pouvoir augmenter la visibilité sur la demande et la variabilité. Aujourd'hui, on a des commandes, par exemple, sur des séries pour un A300, un Airbus A320. Demain, vous pouvez avoir d'autres commandes sur d'autres avions, sur du Boeing ou sur autre chose. Donc, il faut qu'on ait de la flexibilité et de l'agilité. Et ça ne se fait que par le digitalisation de nos moyens de production. Sécuriser les échanges de données. Vous savez, la PME, quand on la met sur une plateforme numérique, quand il donne de l'information et des données, il a l'impression d'être qui donne quelque chose qui lui appartient à quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est les échanges de données entre les clients, les fournisseurs. Donc c'est une plateforme collaborative. Il faudrait qu'aussi on travaille sur la non-qualité. Elle est inadmissible dans l'aéronautique. Une pièce qui est faite au Maroc obéit aux mêmes exigences qu'une pièce qui est faite à Seattle ou à Toulouse. Donc la non-qualité, elle est inadmissible. Donc les actions prioritaires du GIMAS pour le secteur aéronautique, c'est l'excellence opérationnelle, la non-qualité, et supprimer la non-qualité, supprimer les tâches sans valeur ajoutée, et ça c'est une partie intégrale de l'industrie 4.0. Un volet important, on a un vivier de talents sur le plan technique, je profite de la présence de Madame la directrice générale de l'OFPPT, on a des bons techniciens, on a des bons ingénieurs. Mais en matière d'RH et l'industrie du futur, il y a 3 compétences dont on aura besoin. Des experts qui vont jouer le nouveau rôle autour des nouvelles technologies, analyse des données, l'intelligence artificielle, la sécurité informatique, fabrication additive et d'autres. Un socle de compétences numériques indispensables. Donc la compréhension des systèmes et leur intégration. Et puis surtout un savoir comportemental, parce que la résistance au changement fait qu'on ne passe pas le cap comme ça aussi facilement. Donc il faut un processus d'adaptation, une approche collaborative et de l'apprentissage. Donc je lance un appel à Madame la directrice générale de l'OFPPT, tout ça on en aura besoin. Donc beaucoup de travail à faire. Donc il y a du pain sur la planche si on veut rester et ne pas décrocher de ce secteur qui est mondialisé. Voilà, j'arrête de vous embêter. Merci.
Merci, Monsieur le Président. J'ai juste une deuxième encore question. Je profite en fait de 2 minutes restantes pour vous demander aujourd'hui, en fait, le secteur aéronautique excelle vraiment en fait en la matière. Et vous avez vraiment montré énormément d'exemples qui montrent en fait que c'est une vraie révolution. Comment aujourd'hui il peut y avoir une collaboration avec d'autres secteurs industriels au Maroc? On a parlé du textile, de l'agroalimentaire, de pas mal de secteurs. Alors, les secteurs adjacents, ce qui s'applique à l'aéronautique s'applique aussi à l'automobile avec des échelles qui sont différentes. Nous, quand on parle de la grande série, l'année dernière, c'était un record de production. Airbus a produit 800 avions. Boeing, on a produit aussi 800 ou 806. Donc, par rapport à la cadence de l'automobile, c'est pas la même chose. Par contre, en nombre de pièces, alors figurez-vous, un avion, c'est 1 385 000 pièces. Rien qu'une aile, quand vous prenez l'avion, il y a 80 000 pièces. Donc, par rapport à un taux autour de 40 000 pour la voiture. Donc l'analogie peut parfaitement se faire parce qu'on brasse les mêmes typologies de données, etc. Il y a le secteur de la mécanique. L'industrie mécanique peut aussi profiter de ce qui se fait dans l'aéronautique. D'ailleurs, on assiste à un bouleversement parce que l'aéronautique suivait l'automobile. Aujourd'hui, c'est le contraire qui commence à se passer. On commence à avoir des pratiques, et M. le ministre l'a rappelé, pour un investisseur qui est dans l'automobile, on lui parle d'aéronautique. Donc les deux communiquent. Mais les deux secteurs que je vois aujourd'hui, c'est principalement l'automobile et l'industrie mécanique. Merci beaucoup, Monsieur Karim Cheikh. Je passe la parole. En fait, on aura un mix d'intervention et de présentation. Donc, je passe la parole à Monsieur Fabrice Gomez, directeur général de ST Microelectronics, donc qui va faire une présentation en parlant notamment de l'expérience de ST Microelectronics en matière de révolution industrie 4.0. C'est bon? Oui. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du rôle de la société ST Microelectronics dans la 4e révolution industrielle. Donc, je suis Fabrice Gomez, je suis le très heureux directeur général de ST à Bouskoura depuis plus de 7 ans maintenant. Et quand je dis très heureux, c'est parce que j'ai une équipe de 3000 personnes absolument extraordinaire dans l'engagement et l'enthousiasme pour faire de ce site un des fleurons de la société ST Microelectronics aujourd'hui. Et doublement heureux car j'ai une attache de cœur avec le Maroc. En effet, mes grands-parents faisaient du vin dans les années 50 à Meknès. Voilà, enfin je ne suis pas là pour vous parler de moi. Donc revenons au sujet. ST Microelectronics est la 4e révolution industrielle. Si vous pouvez passer. Voilà, donc d'abord ST. ST, c'est une société franco-italienne, un des leaders mondiaux aujourd'hui du marché du semi-conducteur, au même titre que les sociétés bien connues comme Intel, Texas Instruments pour l'Amérique ou Samsung pour l'Asie. Mais en fait, on connaît peu ST. Et pourtant, ST est partout. ST est dans vos téléphones, dans votre voiture, chez vous à la maison, et même dans le tramway de Casablanca. Donc ST, c'est une société aujourd'hui de plus de 46 000 employés, 11 sites de production, dont un à Bouskoura, qui existe en fait au Maroc depuis 60 ans. Pas à Bouskoura, puisque c'était à Inseba, Thomson à l'époque. Passe. Donc ST est la 4e révolution industrielle. En fait, ça s'oriente sur 4 axes. Smart driving, donc tout ce qui est la construction automobile. Smart industry, on parlait tout à l'heure des smart factories. Smart home et city et smart things, tout ce qui est objet connecté. ST aujourd'hui est présent sur ces 4 secteurs. Passe. Un point particulier sur l'automobile. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, le marché de la construction automobile est un des acteurs phares aujourd'hui de l'industrie au Maroc. Et c'est une industrie qui voit une progression dans les années à venir absolument extraordinaire, et en particulier sur l'électrification des automobiles et la digitalisation. On attend des croissances de 24% sur les années à venir. Donc c'est là où ST, en tant que fabricant de semi-conducteurs, a un rôle extraordinaire à jouer sur les années à venir. Et Bouskoura. Et je ne sais pas si vous voyez, mais tout en bas du slide ici, il y a des produits aujourd'hui fabriqués par ST, dont un en particulier qui s'appelle le ST-Pack. Aujourd'hui, l'usine de Bouskoura va démarrer début d'année prochaine une toute nouvelle ligne de production sur ce produit-là pour le plus grand constructeur aujourd'hui de voitures électriques américain bien connu, que je ne nommerai pas.
Et pour l'usine de Bouskoura, c'est un challenge extraordinaire, vraiment extraordinaire. Passe. Voilà, maintenant Bouskoura plus en détail, rapidement. Passe. Donc cette usine, 3000 employés aujourd'hui, plus de 10 millions de pièces fabriquées chaque jour, sur 22 000 m². Une usine dont la première pierre avait été posée par le roi Mohamed VI alors qu'il était encore prince, et qu'il a inauguré en tant que roi en avril 2001. Passe. Donc voilà les types de produits qui sont faits aujourd'hui à Bouskoura, des produits 60% pour l'automobile, mais aussi des produits pour les cartes de crédit, les cartouches d'imprimantes chez HP, des produits très diversifiés. Passe. Donc l'industrie 4.0 à Bouskoura. Donc je passe rapidement puisque ça a été dit et redit, donc allez-y, passe, allez-y. Les 4 industries, donc ça on en a parlé. J'ai juste cerclé de rouge les 4 points sur les 9 axes de l'industrie 4.0 sur lesquels Bouskoura aujourd'hui avance et ST Microélectronique. Et on va y revenir juste en détail dans les slides suivants. Passe. Donc le manufacturing data analytic, tout ce qui est l'analyse des millions de données disponibles aujourd'hui tous les jours dans un processus de fabrication. L'Internet of Things, c'est-à-dire la réaction et comment agissent les équipements de production par rapport à leur environnement. La robotique, puisque vous avez vu à l'extérieur, les premiers robots arrivent dans l'usine de Bouskoura. Et tout ce qui est Advanced Analytics, donc le Big Data, comment on analyse toutes ces millions de données pour en sortir des informations d'amélioration pour le futur. Donc rapidement, quand on parle de Manufacturing Data Analytics, on a ce qu'on appelle le Unit Level Traceability. Aujourd'hui, l'usine de Bouskoura est capable de tracer chaque unité des 10 millions de pièces qui sont faites chaque jour dans tout son process. C'est un avantage exceptionnel car ça permet d'avoir une traçabilité sur la qualité, sur qu'est-ce qui s'est passé à chaque étape du process pour nos clients. Et quand on est client automobile, on a besoin de cette information. Tout ce qui est Advanced Data Analytics à ST Microélectronique. Aujourd'hui, dans une usine, on a tout un tas d'équipements, on a des machines, on a des zones de stockage, on a des transports qui aujourd'hui interagissent avec leur environnement. Tout ça grâce à des produits construits par ST eux-mêmes, tout ce qui est sensor qui permet de détecter les vibrations, les températures, l'humidité, le bruit, de façon à donner des informations en automatique à ces machines, de façon à réagir d'elles-mêmes. Passe. On parle de robots. Il est clair que c'est un chemin sur lequel on est obligé d'avancer. On n'a pas le choix. D'accord ? Et aujourd'hui, l'usine de Bouskoura, ces premiers robots qui viennent d'arriver dans l'usine, de façon à faire du transport de produits entre les étapes de production. On vise évidemment les étapes de production à faible valeur ajoutée. Passe. Donc maintenant, sur l'Advanced Analytics à ST Microélectronique, on a tout ce qui est data collection. Des millions de données sont collectées chaque jour, à chaque étape du process. Il faut les analyser, il faut les travailler, afin d'en sortir des informations qui permettent de prédire les problèmes qui peuvent intervenir sur vos machines, ce qu'on appelle la prescriptive maintenance. Aujourd'hui, Bouskoura, sur un de ces produits, de ces process critiques, qui est ce qu'on appelle le wire bonding, est capable de prédire une panne qui va arriver dans les heures à venir. Passe. Dernier point. Quand on voit ça, on se dit c'est pas possible, et pourtant c'est vrai. Aujourd'hui, ST, dans ses usines, commence à développer l'utilisation de casques 3D, de lunettes intelligentes, afin d'améliorer la formation, le trading et les interventions sur les machines. C'est de la réalité aujourd'hui. Passe. Voilà, donc tout ça, tout cet environnement que je vous ai décrit, ça pose évidemment les challenges du futur. Les challenges, c'est quoi ? C'est d'avoir d'abord les ressources nécessaires pour pouvoir faire tourner ces machines, et ces machines intelligentes, bien sûr, les compétences nécessaires, et bien sûr, être capable de gérer ce monde de plus en plus complexe dans lequel on évolue. Passe. Et donc, je terminerai ma présentation juste pour dire qu'aujourd'hui, ST Microélectronique et son usine de Bouskoura sont parfaitement intégrés dans la 4e révolution industrielle, et ceci porté en particulier au Maroc par le plan d'accélération industrielle qui, indéniablement, va permettre à l'industrie automobile marocaine de devenir un acteur majeur.
Avec l'électrification de l'automobile et le tout connecté, l'usine de Bouskoura doit et sera un acteur majeur pour le Maroc en tant que fournisseur de solutions pour les constructeurs automobiles, mais aussi en tant qu'usine moderne et à la pointe de la technologie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gomez. Merci beaucoup pour votre efficacité. Vous voyez que finalement, l'industrie 4.0, elle contribue quand même en fait à être plus efficace. Après en fait un tour de table au sein du secteur privé international et marocain, je souhaite donner la parole en fait à une institution régionale, à savoir la BAD, la Banque africaine de développement. Nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Olivier Stolling, qui est le chargé principal des politiques industrielles au sein de la division du développement industriel à la BAD à Abidjan. La BAD est très active au Maroc. Je pense que le Maroc, c'est le premier portefeuille de la banque. La banque est aussi un partenaire privilégié en fait, de l'ONODI. On travaille sur pas mal de questions, dont notamment aujourd'hui la question de l'industrie 4.0. Je voulais vous donner la parole pour nous parler brièvement un petit peu de la BAD, mais aussi nous dire un petit peu quelle est la stratégie de la BAD aujourd'hui pour accompagner les États membres en matière d'industrie 4.0 et quel est en fait le business model aujourd'hui pour les pays africains. Merci Madame Anzaz. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour l'invitation. C'est un honneur de représenter la Banque africaine de développement à cet événement. Donc la BAD, comme vous le disiez, est une institution financière internationale qui a pour objectif premier de faire reculer la pauvreté dans 54 pays membres régionaux en contribuant à leur développement économique durable et à leur progrès social. Donc la BAD a 5 grandes priorités: nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Donc à cet effet, la BAD mobilise des ressources financières pour promouvoir l'investissement dans ces pays et fournit une assistance technique ainsi que des conseils sur les politiques à mettre en œuvre. La banque, comme vous le disiez, est un partenaire stratégique du Maroc depuis près d'une 50aine d'années. Nous avons développé près de 170 opérations pour un total de près de 10 milliards de dollars, ce qui fait du Maroc le premier client de la BAD et un partenaire extrêmement important. Donc nous accompagnons le gouvernement et le secteur privé sur des projets structurants tels que le méga complexe solaire Nour à Ouarzazate, l'aéroport de Marrakech, l'appui en zone rurale au programme de routes, d'électrification, d'approvisionnement en eau potable, et encore l'accompagnement du plan d'accélération industrielle à hauteur de 430 millions d'euros depuis 2017 et un nouveau projet de 200 millions d'euros en cours de finalisation. En ce qui concerne l'industrie 4.0, la banque a publié cette semaine un rapport sur la libération du potentiel de la 4e révolution industrielle en Afrique, qui se base sur des données analysées dans 5 chapitres technologiques, donc intelligence artificielle, fabrication additive, big data, blockchain, Internet des objets. 5 études de cas pays dans lesquelles le Maroc figure, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Cameroun et l'Ouganda. 2 cas de benchmark, l'Inde et la Corée du Sud, et une analyse du cadre réglementaire. Donc le rapport analyse l'impact des changements à venir et le potentiel dans 5 principaux domaines d'application en Afrique: l'agriculture, l'énergie, l'industrie, l'intégration régionale et tout ce qui est bien-être, donc mobilité, santé et éducation en particulier. La 4e révolution industrielle en Afrique, ce n'est pas une vision lointaine. Comme le montre clairement le rapport, c'est déjà une réalité en Afrique avec l'émergence de technologies et d'applications concrètes. L'Internet des objets et le Big Data sont à l'heure actuelle les domaines technologiques les plus utilisés en Afrique. L'Internet des objets est bien sûr une technologie clé de collecte des données et il est compréhensible qu'un investissement soit réalisé dans le domaine. En fait, le marché de l'Internet des objets devrait atteindre une valeur de 12,6 milliards de dollars d'ici 2021. Mais d'autres secteurs technologiques tels que les drones commencent à servir également concrètement des populations. À ce jour, par exemple pour les livraisons de médicaments au Ghana et au Rwanda dans des zones reculées. L'intelligence artificielle est en cours de développement sur le continent et la fabrication additive, notamment l'impression 3D, a trouvé un rôle dans l'industrie. La valeur de la fabrication additive sur le continent devrait atteindre 1,3 milliard de dollars d'ici 2022. Donc ces technologies pourront non seulement créer de nouvelles industries, mais aussi transformer les secteurs traditionnels en améliorant considérablement la productivité.
L'agriculture, c'est un exemple clé dans lequel l'Internet des objets, le big data, l'intelligence artificielle et les drones peuvent permettre une agriculture intelligente, précise et beaucoup plus productive afin de nourrir la population croissante de l'Afrique et de ramener la faim au passé. Bien sûr, comme ailleurs dans le monde, il y a des défis à relever pour que l'Afrique soit compétitive dans la 4e révolution industrielle. La connectivité est encore très faible dans les zones rurales, ce qui affecte la qualité des données et la portée des services. Les cadres politiques et réglementaires sont toujours en cours d'élaboration et n'ont pas encore pris en compte les questions de flux de données au niveau régional. Le financement n'est pas facilement accessible aux entrepreneurs et les incubateurs et les hubs sont de qualité inégale. Plus important, le capital humain et les compétences clés sont rares et les systèmes d'innovation et de recherche et de développement peu performants dans l'ensemble. Donc, la 4e révolution industrielle présente de réels défis pour l'Afrique. Ces technologies peuvent exacerber le chômage, ça a été rappelé, à travers une automatisation accrue et posent de réelles menaces pour la vie privée et la protection des données. Mais malgré tous ces défis, l'étude a identifié en 2019 environ 6500 startups sur le continent, dont plus de 10% développent des applications de 4e révolution industrielle, qui ont reçu 210 millions de dollars d'investissement en capital risque sur un investissement total de 2,27 milliards de dollars dans les startups de technologie. Donc il existe déjà de vrais cas d'entreprise dans lesquels investir. La banque voit aussi la 4e révolution industrielle comme une opportunité de croissance et d'amélioration de la productivité. Donc il y a clairement des opportunités commerciales incroyables liées à la 4e révolution industrielle en Afrique, et la banque entend aider ses États membres à tirer parti de ces opportunités en soutenant en particulier les investissements publics et privés structurants, les réformes nécessaires, le renforcement des capacités des institutions et le capital humain en la matière. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Stolik. Et sans trop tarder, je passe la parole à Monsieur Laurent Rossel qui va nous faire une présentation. Je rappelle, Monsieur Rossel est le président du cluster Afrique francophone Nelly Schneider pour nous parler un petit peu comment l'industrie 4.0 est contribuée aujourd'hui en fait à la réalisation de l'un des objectifs de développement durable, l'objectif l'ODD7 sur l'accès en fait à l'énergie pour tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si je peux avoir les slides. Alors, normalement, j'ai une voix parfaitement normale, mais je crois que j'ai mal géré les amplitudes de température. Je suis installé depuis 5 jours au Maroc et je suis un peu enrhumé, donc je vous prie de m'excuser par avance. Je vais tout d'abord vous présenter Schneider Electric dans sa globalité, puis je viendrai sur l'industrie après. Tout ce que vous allez voir n'est pas du virtuel, n'est pas de l'anticipation, c'est du concret, c'est du business pour aujourd'hui, dès maintenant. Le slide d'après vous présente finalement ce que nous sommes. Nous sommes un leader de la transformation digitale de la gestion d'énergie. Notre terrain d'expression est très simple. C'est à peu près tout ce qui se situe entre la production d'énergie, quelle qu'elle soit, et la consommation. On est là pour de l'énergie sûre, fiable, efficace, plus productive et plus verte. Ça, c'est vraiment le point de départ de Schneider Electric. Le slide d'après vous présente quelques chiffres. Je ne sais pas si vous les voyez derrière nos invités. Globalement, donc, Schneider Electric est une société française de 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 5% du chiffre d'affaires est réinvesti en recherche et développement. Nous sommes tous dans l'entreprise très fiers d'être une entreprise technologique qui portons la transformation digitale au plus près de nos clients. Là, sur la carte que vous avez sous les yeux, vous pouvez voir que le chiffre d'affaires est plutôt bien équilibré dans les 4 géographies du monde et que nos 137 000 employés adressent les 4 marchés très importants pour nous, plutôt bien équilibrés également. Le bâtiment, tout d'abord, qu'il soit industriel, tertiaire ou résidentiel. L'industrie, bien sûr, toute la partie IT avec les data centers, et ensuite la partie infrastructure et énergie. Donc ça, c'est vraiment important à retenir. 2 chiffres supplémentaires que vous n'avez pas à l'écran. 40% du chiffre d'affaires est réalisé dans les économies nouvelles, les nouvelles économies, très important. Et 50% du chiffre, on parle de digital chez Schneider Electric, 50% du chiffre d'affaires est déjà réalisé avec la numérisation, au travers de logiciels, d'intelligence artificielle, d'objets connectés et de services.
Le slide suivant vous présente finalement le pilier de la stratégie de Schneider Electric dans le monde, qui couvre l'ensemble des 4 marchés que je viens d'évoquer, une plateforme qui s'appelle EcoStruxure. Finalement, la meilleure façon de faire converger l'OT avec l'IT, c'est d'associer aux objets connectés des nouvelles technologies, cybersécurité, détection, toute la partie cloud, mobilité et analyse, pour en faire finalement une solution très efficace. EcoStruxure, c'est ça, une plateforme ouverte, interopérable avec des acteurs tiers, et c'est très très important d'avoir cette d'ouverture finalement sur d'autres logiciels. Ces 3 couches EcoStruxure, le premier niveau, c'est tout simplement les objets connectés. Le deuxième, finalement, permet de récupérer les informations des objets connectés et de fournir en temps réel à nos clients des solutions de contrôle et de monitoring. Et enfin, le dernier niveau, qui est on va dire le niveau le plus accompli dans la transformation digitale, permet d'apporter des services à travers d'analyse, monitoring de la data et de la donnée à travers des applications. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, comme je vous le disais, ce n'est pas de l'anticipation, ce n'est pas du virtuel. Nous avons aujourd'hui 450 000 installations dans le monde qui développent EcoStruxure, installées par des systèmes intégrateurs au nombre de 9 000 dans le monde. Et on a aujourd'hui plus d'1 milliard d'objets connectés partout dans la plateforme EcoStruxure. Alors, la meilleure façon de vous parler de ça, sur le slide d'après, c'est de vous parler de Schneider Electric en tant que client de Schneider Electric. Finalement, vous entendez beaucoup de « eating your own food ». C'est ce qu'on fait et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Nous avons, depuis maintenant 2-3 ans, un projet interne qui s'appelle Smart Factory, porté haut et fort par notre président directeur général Jean-Pascal Tricoire, qui vise finalement à transformer la totalité des 200 usines de Schneider Electric et de les moderniser. À ce stade, nous avons à peu près 60 outils de production totalement digitalisés. L'objectif, c'est de passer la totalité des 200 à 2021. Je vais prendre un exemple particulier qui est cher à notre cœur, surtout à celui de Marc Fromager, qui est présent dans la salle, qui est patron de l'industrie en France, qui se trouve en Normandie, qui s'appelle le Vaudreuil, qui finalement est une entreprise de 1975. C'est bon, c'est marqué. Donc une usine non récente, et ça c'est un sujet très important finalement. J'ai le micro qui est en train de défaillir, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc une entreprise de 1975 qui fabrique 12 millions de contacteurs par an et qui, comme de nombreuses entreprises industrielles, ont été confrontées à des problématiques bien sûr de qualité, des problématiques de stabilité et de fiabilité des équipements industriels, des problématiques également de visibilité de la performance de l'usine. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé... Merci. Allô. Oh là. Là, j'ai une autre voix encore. Là, c'est Barry White. Et donc, on a décidé de moderniser cette entreprise de façon assez simple. Le slide d'après montre finalement ce qui a été réalisé sur l'usine du Vaudreuil. Alors, je ne sais pas si vous voyez en bas. Je crois que c'est pas mieux. Vous avez un autre micro qui fonctionne, non ? Non. Donc en bas à droite, vous pouvez voir des capteurs. Donc on a posé de façon non intrusive, et ça c'est très important. Encore une fois, on travaille sur une chaîne ici de bobinage. On pose des détecteurs sur la chaîne qui récupèrent des informations de vibration, de température, et qui récupérées en haut à gauche dans une box IIoT. Qui récupère toute l'information. Nous avons des technologies de mobilité et de réalité augmentée qui permet aussi d'assister le personnel dans l'industrie en termes de maintenance. Et donc là, on a quelque chose de vraiment très très clair. On a parlé tout à l'heure de formation. Plus de 2000 heures de formation ont accompagné le changement dans cette usine du Vaudreuil. Et aujourd'hui, on est très heureux finalement que l'usine soit devenue référente aux yeux du World Economic Forum, une des usines les plus modernes. Et je vous invite d'ailleurs sur le stand, on a une démonstration virtuelle de l'usine si vous voulez découvrir ça tout à l'heure. Des résultats, le slide d'après vous présente les résultats parce que c'est avant tout ça qui est important. Des résultats en quelques semaines
puisque 3-4 semaines après, on a pu augmenter l'efficacité des équipements de production de 7%, également 30% de réduction des coûts de maintenance, justement avec toute la prédiction et la maintenance prédictive que nous avons pu associer, et puis 15% d'économie d'énergie, au travers bien sûr du pilotage de l'alimentation, mais pas que, également des logiciels et de toute la partie automatisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort et très important. On en est très fiers. Maintenant, on est conscient que ça ne se fait pas aussi facilement sur le marché. On a sur le slide d'après un chiffre de LNS Research qui montre qu'aujourd'hui, le contexte, des contextes peuvent freiner cette transformation digitale. Des contextes géopolitiques, des contraintes aussi générationnelles, technologiques. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, uniquement 28% des entreprises industrielles sont considérées comme leaders de la transformation digitale. Un deuxième chiffre juste après qui est encore plus compliqué puisqu'on s'aperçoit que 72% des entreprises sont à un niveau 1, au premier niveau de la transformation digitale, et que 13% de ces entreprises-là sont bloquées dans un processus de pilote et qu'ils n'arrivent pas à en sortir, n'arrivent pas à apporter des résultats. Sachez qu'en tout cas, nous, on est là pour accompagner l'ensemble des industriels, les équipes d'experts et l'ensemble des investissements de Schneider Electric sur tous les territoires dans le monde sont là pour vous accompagner, pour dépasser ces obstacles, ces contraintes. Je vais finir en présentant des cas. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons énormément de clients que nous accompagnons. On prend ici un cas d'un très gros industriel marocain qui a signé un contrat sur plusieurs années, finalement de supervision de sous-stations de moyenne tension, qui lui permet d'avoir un vrai pilotage et créer de la maintenance prédictive, de réduire ses coûts de mode OPEX, d'avoir un accompagnement permanent des experts de Schneider Electric sur place, sur site, et puis également d'avoir la capacité de générer des rapports analytiques en temps réel. C'est très important. Et puis je voudrais dire aussi également qu'on sent quelque chose de très très fort au Maroc. On avait l'Innovation Summit, qui est le salon de l'innovation de Schneider Electric annuel dans le monde, qui se trouvait à Barcelone il y a quelques semaines. J'ai pu rencontrer à cette occasion plusieurs entreprises marocaines. J'ai trouvé des entreprises très motivées, avec un vrai projet de modernisation, des budgets identifiés et qui venaient chercher justement cette première couche de transformation qui permet d'aller poser des capteurs, prendre la donnée, aller l'analyser et pouvoir assez rapidement accélérer sur l'optimisation et l'efficacité opérationnelle de leurs outils. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on est présent sur le stand tout à l'heure, on est là pour vous accompagner, vous écouter dans vos projets. En tout cas, sachez que l'usine du futur ou l'usine 4.0, c'est maintenant et c'est avec Schneider Electric. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. On change un petit peu de domaine. Nous avons la chance d'organiser cet événement dans un endroit magnifique. Nous sommes chez le groupe Palmeraie Développement, donc j'ai le plaisir de donner la parole à M. Mohamed Benouda, directeur général du groupe Palmeraie Développement. On parle aujourd'hui de l'industrie 4.0. Je voulais juste savoir, en fait, est-ce que l'immobilier aujourd'hui est considéré comme étant une industrie? La deuxième question, c'est que vous avez lancé récemment, tout à l'heure, Monsieur le Ministre, il a parlé en fait de l'industrie 4.0 qui est en train de changer un petit peu en fait les modes de consommation. Aujourd'hui, l'industrie 4.0, il permet en fait aux consommateurs de personnaliser leurs produits. Vous avez lancé récemment un produit intéressant en permettant à vos clients en fait de personnaliser leurs biens immobiliers. Si vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Au nom du groupe Palmeraie Développement, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au Palmeraie Country Club. Merci Hanan, merci Hicham de toute cette mobilisation. Effectivement, la première question, on disait est-ce que l'immobilier est une industrie? Parce que souvent on perçoit l'immobilier comme des promoteurs de rentiers qui achètent un terrain, qui l'autorisent, qui construisent et ensuite qui vendent. Bon, peut-être dans les années glorieuses, comme dans l'industrie, j'essaie de faire toujours je vais faire des analogies entre l'industrie et l'immobilier. Donc, dans les années glorieuses, dans l'industrie, on était dans les années 70-80, à peu près. Les années glorieuses dans l'immobilier, on était dans les années 2000. Effectivement, dans les années 2000, il y avait une euphorie immobilière. Et chaque fois, on achetait un terrain, on l'autorisait, on le vendait, sans forcément prendre en considération les attentes et l'exigence des clients. Là, malheureusement, ces années-là, ils sont derrière nous. Il y a eu un contexte international qui était 2007-2008, une crise internationale. Et derrière,
de plus en plus d'exigences. Et aujourd'hui, l'immobilier doit être pensé comme une industrie. Pourquoi? Parce que si on essaie de faire l'analogie, on a le foncier, donc vous achetez un foncier, il est là, il y a la partie achat, c'est la matière première. Vous avez le foncier, vous allez incuber de la VRD, vous allez faire de la production, c'est-à-dire vous allez construire du chantier, ensuite vous allez livrer. Donc dans ce process qui est de acheter, produire et livrer, le vrai challenge immobilier, c'est des capitaux investis. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez décider d'acheter le foncier et de livrer, il y a un temps. Et chaque fois ce temps-là s'allonge, chaque fois vous avez des ajouts bancaires, vous avez des charges fixes qui sont là, et in fine, la marge du projet n'est pas bonne. Donc, nous sommes obligés de repenser le modèle de l'immobilier pour pouvoir raccourcir le cycle entre le moment où on décide d'acheter le foncier et de le livrer, pour pouvoir augmenter la rotation de capital engagé. Et c'est très important. Ça passe par quoi? Ça passe déjà par une proximité forte vis-à-vis des clients, parce que si on fait l'analogie toujours avec l'industrie, nous ne devons pas être dans une logique de push, c'est-à-dire dans la production poussée, mais tirée par le client, et d'essayer de faire le juste à temps aussi, d'accord, de faire un modèle hybride entre le moment où le client va exprimer son besoin, mais vous avez aussi la problématique qui est différente à l'industrie, c'est que lorsqu'on achète un foncier, lorsqu'on pense à un projet immobilier, on doit se projeter sur les attentes futures des clients dans 5 ans, 7 ans. Et c'est ça toute la problématique. Nous ne sommes pas dans des séries qui sont très courtes, où effectivement, rapidement, l'industrie s'adapte aux clients parce que les lead time au niveau de la production, ils sont très, très, très faibles. Sauf que dans l'immobilier, le lead time, il est très élevé. Et donc, du coup, ce temps de cycle qui est long génère parfois des surstocks. Et donc, toute la problématique, c'est que comment peut-on acheter un foncier? Il est là. Donc, c'est de la matière première, parce que vous avez besoin d'avoir de la matière première. Chaque 5 ans, chaque 6 ans, vous devez reconstituer de la matière première. Et une fois que vous avez acheté la matière première, vous devez être très proche du client pour pouvoir intégrer, je dirais, des exigences de telle façon à livrer le produit rapidement. Devant cette complexité, qui est dans la partie immobilière, on s'est dit, est-ce que le digital pourra disrupter un petit peu le business model de l'immobilier? Comment peut-on intégrer tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, de la réalité augmentée, des big data, des IoT, de l'intelligence artificielle, pour pouvoir disrupter le modèle immobilier et changer en fait de business model? Donc la première des choses, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut absolument qu'on lance un showroom phygital. Quand je dis phygital, ça veut dire physique, parce que le client a besoin de toucher la matière, toucher de la finition, savoir un petit peu ce qu'il achète. Il y a du physique, on ne peut pas le vendre de manière digitale. Et digital parce que au moment de l'achat du foncier, le client il vient dans le showroom, il met un casque de la réalité augmentée. Donc je vous invite à voir le stand, vous avez une démonstration réelle. Lorsqu'il met en fait le casque de la réalité augmentée, avec des gants, et il va y aller, il va marcher, il va toucher le mur, il va personnaliser, je dirais, les couleurs. Il va personnaliser aussi la cuisine. Il va personnaliser les matériaux, les sanitaires. Et donc, du coup, le client devient designer, concepteur de son propre logement. Donc ça, on prend le cas de Dell, par exemple, où les clients peuvent personnaliser leurs produits. Donc de plus en plus, on va y aller vers cette tendance de personnalisation qui est très présente dans l'industrie, mais dans l'immobilier. Le client souhaite en fait personnaliser son logement parce que les études que nous avons faites sur les 10 dernières années, 70%, 80% des acquéreurs refont leur finition parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur définition. Et donc du coup, il faut qu'on leur donne cette possibilité de personnaliser leur logement. C'est ce que vous voyez en fait à votre gauche, c'est le showroom phygital, parce qu'il y a la partie physique et digitale. Et je vous invite à le visiter à Darbo Ezza, donc il est opérationnel. Il y a 2 niveaux. Il y a un niveau complètement digital avec de la réalité augmentée. Vous montez au 2e niveau et vous allez avoir des corners cuisine, des corners sanitaires, revêtements, etc. Comme ça, en fait, il y a une expérience client qui lui permet de se projeter sur son nouveau témoin en quelque sorte, mais en même temps il touche la qualité du matériel. Alors une fois qu'on a compris que le client est le corps de notre dispositif, il faut qu'on digitalise la relation client.
ça remet en question, en quelque sorte, la chaîne de valeur immobilière. Parce que, une fois que le client a vu ce qu'il va acheter, derrière, il faut qu'il soit rassuré qu'on va délivrer, qu'on va respecter nos engagements. Et donc, du coup, on a rajouté une application qui s'appelle Palmwork, qui permet de tracer les chantiers de telle façon à que le client, de chez lui, permet de suivre en fait l'avancement de ses travaux. Une fois qu'on a avancé dans les travaux, ça se pose la problématique du SAV. C'est-à-dire que, est-ce que les finitions sont bonnes, est-ce qu'on a des fuites, etc. Et avec Palm SAV, nous avons fait certaines expérimentations au niveau de ce site pour intégrer justement les IoT, d'accord, pour anticiper, ou plutôt prédire, certains court-circuitages qui peuvent y arriver, certains fuites, de telle façon que la maison devient intelligente, c'est-à-dire au-delà de la smart où vous allez changer les lumières, etc. Mais vous avez de l'information pour avoir est-ce qu'il y a des pannes, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent y arriver dans votre maison. Donc vous voyez dans le process, au moment de l'expression du besoin du client jusqu'au livraison finale, qui est un programme qui s'appelle Palmoré 4.0, d'accord, où on s'est engagé dans cette transformation digitale, déjà par des réalisations concrètes, où il y a le showroom digital, il est là. Palm Home, quand vous voyez derrière vous, c'est un configurateur qui vous permet en fait de personnaliser votre finition. Palm SAV pour pouvoir suivre comment dirais-je, la partie après-vente. Et surtout, on a rajouté aussi Palm Friends, parce que c'est une carte de fidélité qui permet à chaque acquéreur de devenir, je dirais, membre d'un club, et si jamais il amène un autre client, il a des ristournes ou d'autres. Et ça suppose quoi? Ça suppose aussi la création de la donnée, de la data. Il y a beaucoup de data. Donc, alors, on était confronté à la data. On a un centre de gestion de relations clients, un call center quand même qui fait 60 personnes, parce que bon, il est mutualisé à la fois pour la partie luxe, qui est la Palmoré, mais aussi Saadam dans le social, parce qu'on a beaucoup de volume. On livre dans le social à peu près 10 000 logements chaque année, dans le luxe à peu près 1000, donc il y a quand même du volume important. Et donc la gestion de relations clients et ce centre-là, il est très important. Donc ça génère beaucoup de data. Donc du coup, on était obligé d'investir dans des data scientists, dans des acteurs qui permettront d'intégrer de la data, de l'analyser à travers de la big data et de l'intelligence artificielle, mais aussi de récupérer toutes les informations qui sont sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, avec beaucoup de formats, des images, des textes, des interactions, de telle façon à ressortir le maximum d'informations, de comprendre mieux les attentes de nos clientèles et de revenir avec un produit customisé pour pouvoir personnaliser. Voilà à peu près, si vous voyez, le cycle de transformation digitale dont la Palmoré, le groupe Palmoré s'est investi. Et bien entendu, quand vous avez un chantier de transformation digitale, vous avez un autre chantier en parallèle, comme toute industrie, pour pouvoir se mettre aussi à niveau. C'est-à-dire en essayant de se transformer digitalement, il faut respecter nos engagements, il faut livrer à temps, il faut revenir aux basiques de l'immobilier, il faut mettre aussi les fondamentaux pour que cette, je dirais, transformation digitale devienne durable. Voilà, j'essaie d'un petit peu d'être le plus bref possible avec un seul slide, de telle façon à vous montrer les différentes applications et notre engagement dans cette transformation digitale. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci, M. Bonaoda. On a parlé au fait du secteur industriel. Merci en fait d'avoir élargi aussi la définition du secteur industriel, parce qu'on a du mal parfois à cerner ce qu'on veut dire par le monde industriel. Sans trop tarder, je passe la parole. Tout à l'heure, on a parlé du e-commerce, Monsieur le ministre, dans son intervention. On a parlé de cette relation en fait producteur-consommateur. Et donc, j'ai le grand plaisir en fait d'avoir avec nous l'une des expertes en la matière, Madame Sarah Carroll, qui nous vient en fait de Londres et qui est en fait CEO de Grow Global et qui est en fait auteur d'un livre très intéressant. Je pense qu'il va nous parler aussi de sa publication dans son intervention. Donc, Carole, the floor is yours. Je peux aller là-bas? As you like. Merci. Ça marche? Oui. Alors, je suis Sarah Carroll. Je parle un peu français, mais pas assez pour faire la présentation. Alors, je vais le faire en anglais.
Mais après, je peux traduire et mettre sur le site web en français, si on veut, en français. OK? J'espère que vous allez comprendre. Bon. Okay, merci. Bon, I'm delighted to be here at this conference and to share with you a little bit about how Industry 4 will actually interface with e-commerce. Ah oui, je suis moins grand que l'autre. I'm a specialist in e-commerce strategy and training. We're based in the UK, which is a very advanced digital and e-commerce economy. About 20%. You okay? About 20% of the sales, retail sales, are actually done online in the UK. And in fact, many of the traditional retailers are actually closing down and are going out of business. So we're sort of at a different stage where the digital is taking over. And in fact, you know, the country is not really keeping up and businesses are not keeping up. So I'm going to talk to you a little bit about what we can do on there. We've helped about 850 companies. We work with small and medium-sized companies to sell online and to sell internationally. And I love doing talks such as this. So we've trained and talked to over 5,000 companies and different people to actually start them on what we call the international digital journey. So they're actually able to reach people basically all over the world and sell their products and services all over the world. As you saw, I've produced a book. It's called Grow Fast, Grow Global, and it's called 6 Steps to Unstoppable International Growth in the Digital Age. I've worked with the UK Trade Promotion Agency, which is the Department for International Trade now, for over 10 years, helping companies to become more digital and to export. So in the book, we've looked at, you know, what the main steps are for actually, okay. So I feel like the whole stage is moving from being under my feet. Is it okay now? Yeah. Yeah. So where was I? Yeah. So basically, we've worked for 10 years with the Department for International Trade and helping companies to export, but using digital channels to do this. And so we looked back a couple of years ago and just saw that there was a method that the people who had succeeded really well were taking. So I thought, right, let's put this in a book, because then basically everybody in the world can read about that, and then hopefully we can help with a lot of business growth, you know, reduce poverty and all these types of things. So that's what we're trying to do now. So let's get started on what we're talking about today. Ça passe? Oh wait, no wait, wait, voilà. So basically, non, il y en a avant ça, je crois. Oui, merci. Bon, alors, we all know that there's been a technology explosion, and today we're all here to try and find out, you know, what that opportunity means to us and how we can use that. Pass. So there's 3 trends, 3 things that I'd like to talk to you about. The first one is that once we've produced all of our products using the Industry 4.0, then we need to get them to markets. And my suggestion is that we can take them not just to your national market here in Morocco, but you can take them to international markets. So I'll talk a little bit about that. The second one is, and people have spoken a lot about that today, is about how to build the digital skills. So I'm going to talk a little bit about my experience and what needs to be done with that. And then the third thing I'd like to just share with you is there sort of like life beyond even Industry 4.0? And will manufacturing and production companies actually perhaps become service companies in the future? Okay, that's. So the first one, and this is actually written in my book, is all about how we can find our customers and how we can sell to our customers internationally. Now, a lot of people know about using their websites to generate leads, whether they be from consumers or actually from other customers, business customers. But we shouldn't really limit ourselves to the old business models that we've had of, say, using, you know, a sales team
or using agents or distributors or going to exhibitions, say across the world, that cost a lot of money and take a lot of time. We can use these digital channels that basically any size business can have access to. So the one at the top there is actually using your websites to generate leads. Then a lot of people now are selling through their e-commerce websites. But more and more, and for the first time now in 2019, more products have been sold on e-marketplaces, like the Amazons, the Tmals, Alibaba, than have actually been sold through people's and companies' websites. So that's a big change that is happening, like a tipping point. But we also need to look at some of the other channels as well that are going to be available to us. So, for example, S-commerce is social commerce. So this is selling through the likes of Facebook Shop or Instagram shoppable posts, that type of thing. That's only a tiny bit of sales at the moment, but in the future, that's expected to grow by 30% every year. It's about 2% of digital sales at the moment. And then at the bottom there, you have C-commerce. Now, even in Europe, we are very, very behind with this. If you look at what happens, has anybody heard of WeChat that is used in China? I mean, people run their whole lives off that app. We can't even understand really how much that is part of their everyday life. They use it for everything. So that is something to watch out for as well over the future as they're coming here. And then the local partners online is working with companies in other countries, as you would do, say, a distributor or stockist, but making sure that they're digitally savvy, so that you're able to get into their market. So these are sort of like different ways of actually finding new customers for our industry, for products that come off with all that technology. So I uphold that like every single person within the economy needs to have digital skills these days. It is the future. In many countries, it's like it's the here and now there. Now, the thing with the digital skills, though, is that these days you need a really, really deep level of expertise. The day of the generalist, just knowing a little bit of everything, seems to have been gone, and we need a deep, deep knowledge of each of these different topics. Now, most people don't get digital, It's a big ask to make a leap, but it really is a mindset change that people have to know that this is the future and that they're going to have to train and put a lot of time and effort in themselves to upskill. I've taught myself almost everything I know. It's all on Google, so we just need to have a little look at that. Now, in the UK, as I was saying, we found that a lot of the companies, even these days, even when we're going into the 2020s, that they're not embracing the digital, They're really trying to stick to the old business models because that's what they're comfortable with. So we're trying to work really hard with them to increase the digital skills so that they don't get left behind. So my question is for you is it only the entrepreneurs and the business owners that need these digital skills? Or is it wider than that? Now, I think that it's a lot wider than that. As I said earlier, I think that everyone needs to have these digital skills, but perhaps to a different level. So this is what I'm sort of looking at here now, is like there's a whole like ecosystem, and that people within the whole of our economies need to actually have these digital skills. So what we found a lot within the UK is that a lot of people who are not within the tech sector don't really know much about digital and are actually almost quite embarrassed to talk about digital because they feel that they're going to get caught out because they don't have it. But we need to change that because it's here, it's the future. Everybody needs to talk about that. So the 5 main groups that I've identified here that need digital skills training is, yes, we need the companies, They need to have the digital skills, obviously, to operate their businesses. And that is in the way of Industry 4.0. It is e-commerce, but it's also all their internal systems as well. We really need to make sure that all the businesses become truly digital. The next one on here I've got is the, is the implementers, Now, these are the ones, these are like the tech companies, the web companies, all the digital agencies, the people who are really into this, the people who are already doing this, we need to support them and make sure that they've got the most up-to-date skills, because then our economy will move even faster if we enhance and embrace what the people who are brilliant at this are already doing.
The next one on the top here is the educators. That's basically all of the schools, all of the universities. That needs to change as well. So whether somebody's 5 or whether somebody's 95, they need to have these different skills. And there's been some talk I heard earlier, about ongoing professional development, and also I would say retraining for a large part of the economy as well, to be able to give them the skills that they can then participate in the digital one. Intermediaries, which we've got down the bottom here, is all the people who work with businesses. So this might be chambers of commerce, it might be trade associations, it might be, it might be banks, it might be solicitors, it might be accountants. So it's all these people are in contact. They need to have at least some level of digital skills to be able to encourage the businesses that they're working with to have that cascade effect to get them to enter into the digital economy there. And then, certainly not finally, but most importantly, and it's been great to see so much support here today from your ministers, is the governments really need to understand, what is possible, and all the trade promotion agencies, all the regional development agencies, all need to be able to train as well. So it's a massive task, right? Because we're retraining in different ways all and every part of the economy so that they can all be part of the digital revolution as we move into 2020. Okay, pass. Right, so my last point here is about, what is going to happen. And if you pass. So I was lucky enough to go to the World Trade Organization last year, the Public Forum in Geneva, and Jack Ma, of Alibaba fame? Yeah, he was there. And he said this. He said that his prediction by 2030 was that over 80% of all businesses would be digital and they would be service businesses as well. So everybody sort of went, what? So it sort of like made you go away and think. So what could change in 10 years' time? So if you... manufacturing has been quite a linear process, hasn't it, over the time? You get materials, then they're produced, and they come out as products, and then we sell them. And that might be through, agents, distributors, sales teams, and then we can get our products all around the world. Pass. Merci. But in the future, there is a possibility that actually this will all change, yeah? And actually the manufacturers will no longer be manufacturers, they will actually be designers, yeah? And that they will actually own the IP, the intellectual property, and it will be that they are selling all over the world. Now, it will be the tech companies that are perhaps making the technology, for 3D printing and the robotics and things like that. And actually, if you see the bottom part of this, the production would almost happen in all of the different countries locally, yeah? So you take an example of one of the clients that we work with, and they manufacture tools, yeah, for businesses to repair machines and things like that. So I said to him, I was like, well, what's going to happen here? So are you always going to be selling these and sending these heavy tools all the way around the world to South America, to Asia, whatever? Could it be that perhaps in the future what's actually going to happen is that you will be designing these amazing tools, owning the IP, and then either licensing that out or having things 3D printed in lots of different countries around the world? So that could really change trade forever, really, and also the way that things are produced around the world. So this scenario may not be, for every small and medium-sized company now within, 2020, but perhaps in 10 years, by 2030, it may well be that this is the scenario. And this really is where the power of Industry 4 lies. Thank you. Non,
Oui, ça marche. Merci beaucoup, Madame Carole. J'étais très généreuse parce qu'en fait, il n'y avait que 2 femmes sur le panel et en plus, Madame Carole, ils viennent de loin, donc du coup, il a dépassé ses 10 minutes, mais je pense que la régie, au bout de 90 minutes, ils ont arrêté les micros. Je souhaite donner la parole à la salle, mais juste avant, il y a mon collègue de la Banque africaine de développement, Monsieur Stolik, qui a parlé justement de cette étude très intéressante que la BAD a réalisée récemment au niveau du continent africain. Et on voulait aussi, il y avait une conclusion très intéressante sur le cas du Maroc qu'il souhaite mentionner avant que je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame Onzaz. Donc, je vous invite tout d'abord à consulter l'étude en ligne pour avoir un petit peu plus de détails. C'est assez complet. En fait, ça se présente comme un corpus qui regarde vraiment en détail. Il y a plus de 600 pages en tout, mais qui sont classifiées selon les différentes thématiques. Donc il y a beaucoup d'informations et suivant les sujets qui vous intéressent, vous pouvez consulter. Donc l'adresse, j'avais demandé qu'on la mette, c'est 4irpotential.africa. Donc 4irpotential.africa. Donc juste pour vous mentionner un petit peu les conclusions du rapport sur le Maroc, parce que c'est ça qui est intéressant dans notre cas d'espèce. Donc dans le cas du Maroc, on constate beaucoup de points forts par rapport à d'autres pays africains en ce qui concerne la 4e révolution industrielle. Donc le pays a développé une infrastructure TIC moderne qui permet d'attirer les opérateurs et de développer des industries locales. Il y a un solide écosystème de recherche et d'innovation avec des liens étroits entre le secteur privé et les universités. Un système d'éducation supérieure qui permet de constituer un bassin de jeunes ingénieurs très talentueux et compétents qui peuvent tirer parti des technologies 4e révolution industrielle. Et la création et le lancement d'un fonds d'investissement dans l'innovation, Innovinvest, et de la création de l'agence de développement digital qui illustre la forte volonté politique du gouvernement à l'appui du mouvement dans l'ère technologique de la 4e révolution industrielle. La signature du PCP avec l'ONUDI aussi et l'orientation vers la montée en gamme technologique de l'industrie 4.0 envoie par ailleurs un signal très fort. Et il existe aussi des défis importants dans le pays. La plupart des technologies de la 4e révolution industrielle sont utilisées dans les secteurs fortement dépendants des investissements directs à l'étranger, ce qui entraîne une faiblesse, en fait, quelque part, des transferts de technologies, dans certains cas, vers les entreprises nationales, et quelque chose qui pourrait être accéléré pour libérer le potentiel véritable. Donc il est important, et ça, en tant que Banque africaine de développement, c'est quelque chose qu'on soutient absolument, c'est que le Maroc tire parti de ses atouts actuels pour jouer un rôle de leadership en Afrique et jouer vraiment un rôle dans le développement, non seulement pour le Maroc, mais pour la région en général. Donc, dans notre rapport, nous avons identifié des opportunités importantes dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de l'industrie, et certaines pistes de réflexion pour libérer plus encore le potentiel du Maroc. Par exemple, une stratégie de 4e révolution industrielle spécifique pour les secteurs publics et privés, concertés et coordonnés, des investissements dans le développement de nouveaux ensembles de compétences en phase avec la révolution technologique, comme le rappelait le ministre, avec le développement d'un réservoir de futurs talents, capable de s'adapter à l'ère des technologies émergentes, et surtout, ce qui est très important, je pense, c'est de retenir les ingénieurs et les cadres très compétents qui sont formés ici au Maroc. Des politiques d'open data dans un cadre bien développé de protection des données, des incitations à la création de data centers nationaux qui pourraient également servir à l'échelle d'autres pays de la région, la mise en place de dispositifs visant à stimuler plus encore la recherche et le développement dans les entreprises en injectant davantage de capital risque dans l'économie et en adaptant le système fiscal à justement ces nouveaux types d'entreprises, et renforcer les liens d'innovation et de transfert de technologies au sein du secteur privé, et finalement agir sur l'environnement des entreprises, notamment la question de l'insolvabilité, pour favoriser l'innovation et l'entreprise et mener à bien ce qui a déjà été commencé avec le Startup Act. Donc la Banque africaine de développement se tient évidemment à la disposition du gouvernement pour assister et soutenir le gouvernement dans tous ces chantiers. Merci beaucoup, Olivier. Je voulais juste profiter en fait de cette occasion pour donner la parole à la salle, si on peut prendre des minutes pour des questions. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec le micro baladeur. I think they should have one.
Hi, I'm Safa. My question is for Sarah Carroll. I've been working with DIT since the last 5 months, and I've seen you've been working with them for 10 years. My question, and our big question, is how can we encourage UK businesses to export to Morocco and to invest in the region? We will just take. On va prendre en fait quelques questions, après on va répondre. Il y a un deuxième, second. Salam alaikum. Nabil Mistri, مستشار في توجيه التربوي, conseiller en orientation et journaliste sur un support de toujiehpresse.com. Je félicite M. Hicham pour ce magnifique Global Industry 4.0, cette conférence qui amène... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste poser la question directement? Oui. Merci. À noter que le ministre de l'Industrie a fait une information que 60% des emplois qui seront à venir, on ne connaît pas. Pour remédier à ça, il faut que les élèves qui sont au primaire et au collège sachent comment développer leur créativité et leurs compétences transversales afin de leur donner les soft skills et les ressources pour trouver leur emploi à l'avenir. Merci. Merci à vous. Il y a une troisième personne. Assalamu alaikum. Thank you. First of all, thank you very much, Mrs. Sarah Carroll, and to everyone else for this amazing event. I'm Mohammed Qamardeen, the CEO of Bluetech IT Solutions, and as being an ex-consultant of Sejid. My question is not. Let me say it's not a question, but I would like to have to know more about the omni-commerce, omni-channel. The relation between omni-commerce, omni-channel, and Industry 4.0, based on your massive experience, in the retail industry. Thank you very much. Thank you. Il y a une quatrième question ici, après on passe aux réponses. Merci. En fait, Moustapha Walim, directeur général de la Société de développement de la région, conseiller du président de la région. C'est juste partager avec vous, je n'ai pas de questions, mais tout d'abord pour vous dire que la région accompagne, comme l'a dit tout à l'heure M. Belkhiat, et accompagne vraiment dans ce sens de la digitalisation et aussi de l'industrie 4.0. Et donc, pour vous donner un exemple rapide, donc là tout à l'heure, M. Belkhiat a annoncé une zone industrielle à Stade. On aura la première bourse de bétail connectée à l'international. C'est un projet qui va voir le jour dans les années prochaines, enfin dans les mois prochains. Et donc, c'est pour vous dire que la région est là pour accompagner l'ensemble des entreprises qui veulent s'installer à travers les zones industrielles, mais aussi à travers des réseaux qui sont en train de développer à l'international. Donc, on a la région, il a un certain nombre de régions jumelées dans lesquelles il met un certain nombre de réseaux et d'investisseurs et d'industriels qui peuvent faire des transactions et du business avec nos investisseurs au niveau de la région. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Comme ça, on passe aux réponses. D'accord. Il y a une question au fond. Oui, bonjour, Amin Smahi, Société Expertech. On est concepteur d'IoT et de software pour la supervision des usines. Et la question s'adresse à M. Roussel de Schneider concernant le projet de digitalisation de l'usine de Vaudreuil, je crois. Concernant ce projet, je voudrais savoir un petit peu le temps que vous avez mis pour digitaliser l'usine et le budget et avoir un petit peu votre avis sur l'appétence pour la supervision et l'intégration de l'IoT dans leur système de production. Merci. Donc, une dernière question de la dame, en fait.
Merci. Je suis Fouzia Lamnasfi de la Fondation Massir. Nous qui sommes une fondation de recherche scientifique, ma question, je l'adresse à Monsieur Moujahid, qui a parlé tout à l'heure de la Smart Factory. Étant donné que nous, on a pour mission de faire de la recherche appliquée, recherche pour le marché et pour l'industrie, comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette Smart Factory où on bénéficiait justement pour faire cette R&D proche de l'industrie? Et merci. Bonjour. Nabil Gédé, Chef Gomez. Vous entendez pas? Oui. Bonjour, Nabil Gédéra, EDF Maroc. Donc ma question, ce serait pour Monsieur Fabrice Gomez. Tout d'abord, bravo pour ce que vous faites au niveau des microélectroniques au Maroc. Alors je voulais savoir par rapport à toutes les solutions qui sont offertes grâce à l'industrie 4.0, est-ce que vous utilisez ce levier-là pour le management de votre énergie sur vos différents sites industriels? Merci. Donc, je passe je donne en fait la parole à Madame Carol pour répondre aux deux premières questions. Je voulais juste rappeler en fait qu'on aura aussi un deuxième speaker qui va parler du e-commerce dans le deuxième panel en fait et qui représente e-commerce Africa. Okay, thank you. So the question was how to get UK companies to export to Morocco. Yeah, so I mean the Department for International Trade holds regular sessions within, well, all the regions within the UK where people from Morocco can come over from DIT and other organisations to talk to customers, so that's a good thing. And also I've attended quite a few events in London where they've been, like for example I went, which was Chile Day or Brazil Day, and they have a whole day and they get important ministers, or even the president I think came over for one of the Chile days, and then it's a whole day with a reception in the evening with the, you know, the food and the drink and culture, and it's wonderful, and everybody goes to them because they're just, you know, like really, really great days, and you learn so much and make such great contacts. So that may be, you know, a suggestion, a Made in Morocco Day. Who knows? And you could travel around all the European, I guess. Yeah. Was it the omni-channel question you wanted next? Yeah, for the gentleman over there. Yeah. I mean with the big data that's coming now, it's getting easier and easier to track one person through all of the different digital channels. Of those digital channels that I put up there, I would say that it's important to have a spread and a balanced portfolio among all of them so that you're not, say, beholden to having your product listed on Amazon or, you know, just on your website in Google, that type of thing. So I think, you know, that's a really important thing that we found. You don't want to be like reliant on one of the digital giants effectively for the whole of your business going forwards. How does omnichannel e-commerce industry 4.0 fit together? I guess we could do another talk on that, but I think one of the things is going to be, you know, being able to connect the consumer back to the production, you know, so you've got personalization, customization, and that type of thing, and also, you know, like monitoring stock levels, for example, say on a marketplace, monitoring stock levels automatically on your website. So I would imagine that would be a link that would be able to come back so that it you know, it becomes a self-fulfilling circle. So, but if you want to talk afterwards, I'm happy to do that as well. Thank you, Carol. Je t'ai juste rappelé par les organisateurs que nous avons 5 minutes pour clôturer, donc nous avons encore 2 questions donc pour ST Microelectronics. Alors, pour répondre à votre question, si j'ai bien compris, c'est comment, dans l'usine de Bouskoura, on profite de cette révolution industrielle pour améliorer, vous avez parlé de management et de production. Donc, la réponse est oui. ST aujourd'hui est inventeur et producteur de semi-conducteurs qui sont nécessaires à cette évolution industrielle. Et les premiers utilisateurs, c'est les usines de ST Microelectronics, bien sûr, dont Bouskoura. Comme je vous l'ai dit, on a les premiers robots qui démarrent, mais on a aussi
tous les outils de détection qu'on utilise dans nos propres machines, d'accord ? Et on déploie aussi des outils de suivi ou de contrôle de production modernes, comme des tablettes interactives, qui permettent à tous les techniciens et tous les ingénieurs de l'usine d'avoir une interaction, beaucoup plus efficace avec les machines et les process de fabrication. Donc la réponse est oui, on est les premiers à essayer d'utiliser nos propres produits afin d'améliorer notre efficacité et notre productivité. J'espère que ma réponse va arriver jusqu'à vous, parce que votre deuxième question n'est pas arrivée jusqu'à moi. La première, c'est que la réalisation s'est faite en 12 mois, études et réalisations, que finalement il y a aussi un gros accompagnement en change management en termes de formation, et qu'il est intéressant de voir que les 7% de croissance en termes d'efficacité, le retour sur investissement est de moins de 6 mois. Et ça, c'est très important parce que c'est relativement court, et l'ensemble en fait de tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est moins de 2 ans au global. Donc c'est vraiment des cycles très très courts et un retour sur investissement très très court. Pour la deuxième question, je vous propose qu'on se retrouve sur le stand, on parlera. Merci. Et par rapport à votre question, madame, alors oui, je confirme, le partenariat gouvernement, industriel et universitaire est fondamental dans la construction de cette Smart Factory, justement dans l'objectif de créer des liens forts entre la recherche qui peut être fondamentale et la recherche appliquée qui va nous permettre de concrétiser cette recherche-là. Donc c'est un enjeu majeur dans le cadre de ce chantier-là. Merci, et merci d'avoir parlé de Maser, parce que depuis tout à l'heure, je m'attendais justement à ce qu'on parle de Maser et son rôle aussi dans la scène nationale. Je vous remercie infiniment et je remercie l'ensemble des speakers dans ce panel. Je souhaite aussi remercier mon collègue qui a eu un incident tout à l'heure, qui a même fait le micro-baladeur, mon collègue Jaidev, en fait, de siège de l'ONODI à Vienne, qui a vraiment contribué au contenu scientifique de ce panel, mais aussi à la mobilisation des speakers internationaux. Merci beaucoup et j'invite les speakers à une photo du groupe. Merci.